Donc bonsoir, bienvenue pour cette conférence, ce débat d'idées, idées for développement, une conférence organisée par l'Agence française de développement, consacrée ce soir, vous le savez, à l'Amérique latine, avec ce titre, l'aide au développement a-t-elle encore un sens en Amérique latine? Et on pourrait peut-être même ajouter en sous-titre, est-ce que finalement le travail qu'effectue l'AFD en Amérique latine peut encore s'appeler aujourd'hui aide au développement? Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette question au cours de notre débat. C'est vrai qu'on est assez éloigné de ce qui se passe, par exemple, en Afrique, le Brésil avec son économie émergente, qui fait d'ailleurs partie des grands de ce monde. Le Brésil appartient aujourd'hui au G20, tout comme le Mexique. Je me présente assez brièvement, je m'appelle Thomas Chauvineau, je travaille pour France Inter, pour Canal+, également. Je fais pas mal de reportages et pour France Inter, j'anime une émission de débat le midi, qui s'appelle le débat de midi, essentiellement l'été. Et il se trouve que pour France Inter, en 2009, je m'étais rendu au Pérou. Oui, c'était en 2009. 2009, ça a son sens parce que 2009, vous m'arrêterez si je me trompe, mais c'est l'année où l'AFD a commencé à travailler avec l'Amérique latine, n'est-ce pas ? Et donc moi j'étais en reportage au Pérou en 2009, donc j'avais atterri évidemment à Lima. Ensuite il a fallu aller à Tarapoto prendre un autre avion, puis ensuite 3 heures de piste, puis 2 heures de pirogue pour arriver dans un tout petit village, tout petit, le long d'un affluent de l'Amazone. C'était essentiellement des agriculteurs qui vivaient là. Ils avaient construit leur maison sur pilotis parce que les plantations de coca avaient dévasté la forêt, donc du coup plus rien ne retenait la terre quand il y avait de l'orage, donc il y avait énormément d'éboulements, donc il fallait à chaque fois surélever les maisons. C'était une agriculture de subsistance essentiellement, plus les fèves de cacao qui étaient vendues pour que nous autres occidentaux puissions consommer du chocolat. On mangeait des yuccas, je me souviens, du cochon d'Inde quand c'était vraiment la fête. Tout ça pour dire qu'en 2009, si on avait posé cette question, est-ce qu'il y a un besoin en Amérique latine d'aide au développement ? En tout cas, moi, de ce que j'avais vu dans ce village, évidemment, j'aurais répondu oui. 6 ans après, le développement a-t-il toujours un sens ? C'est la question qu'on va se poser, que vous allez aussi pouvoir poser, puisque nous allons en débattre avec vous. La conférence va d'ailleurs se dérouler en 2 temps. Je pense que pendant peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure, nous allons débattre ensemble. Et puis ensuite, pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, vous pourrez à la fois commenter, poser vos questions. Je vous suggère d'ailleurs dès à présent, parce que finalement, 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est assez long, de noter si vous avez au cours du débat des petites idées sur lesquelles vous voulez revenir, des choses que vous souhaiteriez préciser, de les noter directement, de façon à ce qu'on aille un peu plus vite après, parce que finalement ça va très vite quand tout le monde veut prendre la parole. Cette conférence est live tweetée sur le compte Twitter, c'est @ID4D, ID4D, et le hashtag c'est #ID4DLT. Et cette conférence, comme toutes les conférences, est filmée. Je ne sais pas où sont les caméras, là-bas. Cette conférence est filmée et le film sera mis en ligne sur le site idesfordevelopment.org d'ici une quinzaine de jours environ, avec une synthèse écrite des échanges que nous aurons tout à l'heure. Voilà. Et puis vous pouvez vous inscrire si vous voulez être informé de toutes les parutions, à la fois le moment où la conférence filmée sera en ligne et du reste sur le blog, sur la liste de diffusion en vous rendant sur le blog ID4D. L'adresse d'ailleurs figure sur le flyer qu'on vous a donné normalement. Donc, rentrons dans le vif du sujet. 4 invités pour parler du débat. Tout d'abord, je voudrais vous présenter Adriana Areaza. Bonjour. Vous êtes économiste en chef de la CAF. À vos côtés, Carlos Ominami. Bonjour. Ancien ministre du Chili. Jean-Louis Martin, responsable des études macroéconomiques au Crédit Agricole et spécialiste des pays émergents. Bonjour, monsieur. Et enfin, Régis Marodon, directeur du département Amérique latine et Caraïbes de l'AFD. Peut-être que c'est d'ailleurs à vous qu'il faut poser cette première question. Régis Marodon, je le disais, la coopération avec l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, a commencé en 2009. L'AFD est née en 1941. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? C'est une bonne question, en effet. C'est un débat. C'est un débat. En tout cas, en tant que local de l'étape et donc travaillant à l'AFD, d'abord, je tiens vraiment à vous remercier tous et à vous accueillir ici dans la maison AFD avec beaucoup de plaisir, parce qu'effectivement, le développement mérite un débat et que c'est toujours avec une grande joie qu'on voit l'intérêt qui est porté, alors par des collègues de la maison qui sont là aussi, mais par beaucoup de représentants de l'extérieur, sur les questions qui nous agitent et qui, tous les jours dans nos comités, se posent à nous dès lors que nous avons l'ambition
de servir à quelque chose. Alors, sur la question de pourquoi finalement, entre 1941 et 2009, l'AFD n'était pas en Amérique latine, je suis un peu, effectivement, embêté pour répondre, parce que finalement, la découverte de l'Amérique, c'était longtemps avant. Je me trompe pas. Ça pourrait être quelque chose comme 1492, voilà. Alors, mais à la louche. Voilà. Pourtant, dans une certaine mesure, je veux corriger quand même une inexactitude. L'AFD n'est pas en Amérique latine seulement depuis 2009, puisque elle travaille sur Hispaniola, c'est-à-dire en fait en Haïti et à Saint-Domingue depuis longtemps. Je n'ai plus la date présente à l'esprit, mais c'est des territoires d'activité historique pour l'AFD. Et puis naturellement, de façon plus prégnante, avec nos territoires ultramarins, Guadeloupe, Martinique, etc., qui sont quand même des territoires américains. Guyane aussi, là pour le coup depuis 1941. Donc on était quand même présent en Amérique depuis longtemps. Alors après, c'est vrai que cette évolution en Amérique latine suit aussi l'histoire de l'évolution de notre institution. L'AFD, c'est l'ancienne Caisse centrale de coopération économique, donc c'est une institution de petite taille, très concentrée effectivement sur des questions africaines, et même au début de son histoire sur l'Afrique francophone, et qui petit à petit, au fil des années, prend son envol dans la globalisation et étend ses propositions d'intervention au bénéfice du développement. Et aujourd'hui, quasiment partout dans le monde. Donc, il y a eu une phase d'extension en Méditerranée, il y en a eu une en Asie, et il était logique et normal qu'il y en ait une en Amérique latine. C'est aujourd'hui la réalité contemporaine. L'AFD est encore très récente en Amérique latine. C'est encore des territoires et des pays avec lesquels elle commence seulement à travailler. La dernière extension autorisée par le conseil d'administration et par les tutelles de l'AFD, c'est celle du Pérou, de la Bolivie et de l'Équateur, et elle a seulement quelques mois. Et donc on voit que c'est un processus qui est en cours et qui amène l'AFD en fait à s'intéresser aux questions de développement au-delà des pays historiques dans lesquels elle était active. Nous avons échangé au téléphone pour préparer ce débat de ce soir, et vous me faisiez une petite anecdote croustillante au sujet de Christophe Colomb. C'est dommage qu'on prive les spectateurs de ce débat, de ce que vous me disiez à propos de Colomb, justement, et de l'AFD, du parallèle que vous faisiez. Ah, c'est dommage. Non, je vois pas très bien à quel parallèle vous faites allusion, si ce n'est, encore une fois, le fait que peut-être Christophe Colomb a atterri à Hispaniola en premier, et puis nous aussi. Voilà. Bon, mais je crois l'avoir mentionné un peu plus tôt, non ? Vous avez parlé d'Hispaniola, mais sans préciser Christophe Colomb, et tout le monde n'a pas la culture que vous avez sur la vie de Christophe Colomb. C'est le texte de présentation de ce débat. L'Amérique latine vient de traverser une véritable décennie d'or, au cours de laquelle sa situation politique, économique, sociale s'est transformé. Le revenu par habitant a progressé. Il est passé en 10 ans de 9 000 $ à aujourd'hui 15 000. La pauvreté et l'extrême pauvreté ont également extrêmement reculé, passant respectivement de 44% de la population à aujourd'hui 28% pour la pauvreté, de 19 à 11% pour l'extrême pauvreté, toujours en 10 ans. Il y a une classe moyenne qui a émergé dans ces pays de l'Amérique latine. Les pays latino-américains ont aussi réussi à mettre en place une plateforme de financement avec des émissions obligataires, des émergences de banques locales, de la diversification, des partenariats financiers. Et dans ces conditions, c'est vrai qu'on peut se demander, Adriana Areaza, si le développement a encore un sens. Bueno, bonjour. Je ne peux pas parler en français parce que mon français est un peu rouillé maintenant, donc je vais faire la presentación en español. Entonces, por supuesto que el desarrollo sigue teniendo sentido en América Latina. Como bien dijiste, venimos de una década llamada de oro que tuvo altas tasas de crecimiento que permitieron una reducción importante de los niveles de pobreza y desigualdad en la región. Sin embargo, pasado este boom de commodities, y no solamente de commodities, sino de recursos financieros que ingresaron a la región, bien sea por inversión extranjera directa o por flujos de corto plazo, hubo oportunidades importantes de financiamiento en la región.
Cuando, digamos, la marea baja, y es lo que tenemos en estos momentos, lo que observamos es que la región sigue teniendo los mismos desafíos estructurales que ha tenido todo el tiempo. Si bien hubo mejoras en esta época gracias a que muchos de los países hicieron inversiones importantes en infraestructura y en educación, las deficiencias en infraestructura, en educación, en productividad siguen estando presentes en la región. Tenemos una región que tiene unas brechas de infraestructura muy importantes. A esto me refiero con brechas en todo lo que se llama transporte multimodal, brechas en la calidad de la infraestructura para la educación. Hay deficiencias en la productividad, hay poca innovación en la región, entonces todavía hay unos retos muy importantes que corregir para el futuro y estamos en un contexto en el que el financiamiento para esas necesidades va a disminuir y va a disminuir por dos razones. Va a haber menores flujos de inversión directa a la región en el futuro. Por un lado, buena parte de la inversión directa que llegó a la región en la década pasada se dirigió a las materias primas. Ese ya no va a ser el caso, particularmente en el caso de los metales. Y por otro lado, una vez que comiencen a subir las tasas de interés en las economías desarrolladas, también el financiamiento se va a hacer más escaso en la región, en los países emergentes, como siempre suele ocurrir, y van a haber estas necesidades de financiamiento van a estar presentes sin esos recursos que sean capaces de financiarlas. Entonces, digamos, si entendemos la ayuda al desarrollo como la participación, o sea, de organismos internacionales como la AFD, de organismos como CAF y la banca multilateral de apoyo a las necesidades de inversión de los gobiernos, y no solamente apoyo financiero, sino apoyo técnico, yo creo que esto sigue estando vigente en la región para que la región logre la transformación productiva necesaria para garantizar tasas de crecimiento sostenidos en el futuro. Una de las cuestiones que es importante entender de la región es que el crecimiento potencial de la región no aumentó de manera significativa luego de este boom de commodities. Estábamos creciendo por encima de nuestro potencial y ahora que volvemos al potencial, ese potencial sigue teniendo tasas relativamente bajas. Y eso lo que va a hacer es dificultar la reducción de pobreza y las mejoras en el bienestar que se lograron en la década pasada. Entonces, es necesario apuntalar el crecimiento de la región con mayor inversión en infraestructura y, como sabemos, la inversión en infraestructura suele ser uno de los sectores en donde es importante la participación del Estado porque suele haber fallos de mercado para la provisión de recursos en este sector, y así mismo ocurre con la educación. Y esto tiene lugar porque una región, y por poner un ejemplo, como el centro oeste de Brasil, es una región poco desarrollada, pero es una región agrícola con poco potencial. Pero en la medida en que esa región no tiene buena conectividad para exportar sus productos, para abaratar sus costos de producción, este poco desarrollo tampoco incentiva una demanda para infraestructura por el lado del sector privado. Entonces, esa cadena de alguna manera se puede romper con nuevos proyectos de infraestructura que den una mayor conectividad a esa región para que esa región pueda exportar y se pueda desarrollar. En el caso del norte del Brasil, si bien Brasil también tuvo un crecimiento extraordinario durante la década pasada, las diferencias geográficas en Brasil siguen siendo importantes. Y el norte de Brasil obviamente no es lo mismo que el sur de Brasil. Las necesidades, digamos, de inversión son de naturaleza muy distinta. En el norte podemos pensar agua y saneamiento, educación básica, educación maternal, infraestructura básica, cosas que en el sur no son tan necesarias, donde los problemas de movilidad urbana son, digamos, entre las necesidades más importantes. Entonces, digamos, es una región muy compleja, muy diversa. Los países siguen teniendo estas necesidades y son necesidades desde el punto de vista financiero, pero necesidades también en experiencia de cómo hacer las cosas. Y yo creo que en ese sentido, la ayuda para el desarrollo va a seguir siendo importante en los próximos años.
Merci pour cette réponse. Et on reviendra évidemment sur ces questions des piliers qui sont maintenant nécessaires à couvrir par l'aide au développement. Vous avez évoqué les questions de mobilité, les questions d'infrastructure, évidemment. On continuera d'en parler tout au long de ce débat. Mais je voudrais avoir le point de vue de l'ancien ministre de l'économie du Chili que vous êtes, Carlos Ominami. Est-ce qu'on est aujourd'hui vraiment loin de cette fameuse décennie d'or dont on a tant parlé? Est-ce que ça y est, on a tourné la page? Bon, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation et j'essaie de répondre à votre question. Je crois qu'on a tourné la page. On parle d'une décennie dorée. Je crois que c'est même plus que ça. Je crois que l'Amérique latine est passée par un cycle tout à fait exceptionnel, à mon avis le meilleur dans toute l'histoire de l'Amérique latine. Chaque fois qu'on parle de l'Amérique latine, par exemple en Europe, on parle de coup d'État, on parle de stagnation, on parle de pauvreté. Or, dans ce cycle que toi tu essayais d'expliquer à l'introduction, on a eu la convergence d'un certain nombre d'éléments qui étaient plutôt rares dans les contextes latino-américains. On a eu une décennie avec un taux de croissance assez importante, un peu plus de 4% en moyenne par an. On a eu la démocratie, ce qui était quand même quelque chose de plutôt rare en Amérique latine. La démocratie, c'était plutôt l'exception et pas la règle. C'était plutôt la dictature, la règle. On a eu des gouvernements disons, progressistes. On a eu stabilité macroéconomique. L'Amérique latine, c'était aussi assez connu pour être un pays, pour être des économies avec des taux d'inflation très, très élevés. On a eu un processus de stabilisation macroéconomique avec des taux d'inflation de moins de 10%. On a eu quelque chose de tout à fait remarquable, un processus de désendettement. L'Amérique latine était très connue pour les crises de la dette, c'était la crise mexicaine, puis avant c'était la crise argentine. Or, on a eu un processus allant dans un sens inverse. On a eu un processus de désendettement. Il y a un certain nombre de pays qui ont réussi même à constituer des fonds souverains et qui ont changé complètement les rapports financiers avec l'économie internationale. On a eu, du point de vue social, une diminution très importante de la pauvreté, donc une décennie dorée. Or, le problème est le suivant, que malgré tous ces indicateurs, on n'a pas résolu les problèmes fondamentaux. On n'a pas résolu le problème de la cohésion sociale, on n'a pas résolu le problème de l'intégration régionale et on n'a pas résolu les problèmes de l'intégration productive. On a même régressé, si vous voulez, du point de vue productif, parce qu'on est de plus en plus dépendant des matières premières. Or, cette décennie dorée n'a pas permis de résoudre les problèmes fondamentaux et les conditions internationales auxquelles on doit faire face aujourd'hui sont complètement différentes. On n'a pas une croissance chinoise de 10%, on a une baisse des coûts des matières premières, on a donc un scénario international différent. Et j'en termine, avec des transformations internes qui sont très significatives. Pendant ce cycle exceptionnel, il y a eu l'émergence de nouvelles couches sociales, de nouvelles couches moyennes, avec de nouvelles demandes. Donc, on a à faire face à toute une série de demandes nouvelles dans des conditions internationales beaucoup plus difficiles. Donc, il faut changer de stratégie. À mon avis, ça, c'est la question essentielle à partir de laquelle on doit réfléchir sur l'Amérique latine. Et la question qui est posée sur l'aide au développement doit être résolue dans ces contextes-là. Je crois que l'aide, ça aide, mais ce n'est pas la variable essentielle pour réussir ce changement de stratégie qui est tout à fait fondamental dans les conditions actuelles de l'Amérique latine. Merci. Avant de passer la parole à Jean-Louis Martin, je vous ai vu, Adriana Areaza, hocher la tête, opiner du chef quand votre copain d'à côté prenait la parole. Qu'est-ce que vous évoquent ces propos? Sí, esencialmente, y era un poco en líneas de lo que decía, América Latina no ha resuelto los problemas estructurales que tuvo, que tuvo en décadas pasadas. Digamos, el éxito y yo creo que la gran diferencia de estos booms a los que la región ha estado sujeta históricamente y este último boom es que muchos de los países en un contexto democrático y en un contexto de políticas macroeconómicas más razonables tienen la posibilidad de retomar
retomar el crecimiento sin caer en las crisis bancarias, financieras, cambiarias que anteriormente, por las que anteriormente se veía afectada. Entonces va a ser como un ajuste suave, pero digamos a tasas de crecimiento menos grandes de la que estuvimos acostumbradas en la década anterior, y eso va a dificultar un poco todas estas ganancias sociales que veníamos teniendo. Entonces, y también, como decía Carlos, la región sigue siendo netamente productora de recursos naturales. Tenemos problemas de productividad, no tenemos demasiada innovación en la región. Hay problemas de vinculación entre la universidad y el sector productivo. Ninguno de estos problemas logramos resolverlos en la década pasada. Y no quiero sonar como que, digamos, fue una década perdida, para nada. Digamos, este tema de la democracia, de la reducción de la pobreza que hubo en esa época es algo notable, pero todavía tenemos muchas tareas pendientes que no hemos abordado. Je voudrais évidemment vous faire réagir, Jean-Louis Martin, parce que vous êtes spécialiste des pays émergents. Oui, mais comme je suis banquier, je vais surtout raisonner en comptable sur cet aspect. Vous êtes spécialiste des pays émergents au Crédit Agricole. La région Amérique latine a un déficit courant qui fait à peu près 2,7% de son produit intérieur brut. C'est la région la plus déficitaire au monde avec les États-Unis. Mais les États-Unis financent évidemment très très facilement leur déficit extérieur. Ça a été le cas aussi de l'Amérique latine pendant cette fameuse décennie dorée. Les financements étaient faciles. Mais c'est en train de changer. Maintenant, il y avait des pays où les investissements directs assuraient la totalité du financement de ce déficit courant. C'est plus le cas. L'accès à la dette est en train de devenir un petit peu plus difficile. Parce qu'on a maintenant un retour vers des conditions de marché un petit peu plus normales, des taux qui vont remonter aussi. Les banques locales peuvent assurer une partie du financement du développement. Elles sont en général saines, mais elles ne peuvent pas tout faire. Elles sont souvent très prudentes. C'est le cas aussi des banques commerciales privées étrangères. Donc, aussi parce qu'on est là dans une fin de cycle, c'est-à-dire ce que nous faisions jusqu'en 2009, clairement on ne le fait plus maintenant. On a des contraintes réglementaires qui aussi limitent notre possibilité de prêt, et en particulier dans des pays considérés comme à risque. C'est hélas le cas au Crédit Agricole, mais pas seulement. On voit de très grandes banques comme par exemple HSBC est en train de se retirer du Brésil dans une certaine, enfin pour la plus grande partie de ses activités. Donc il y a clairement un changement de contexte. Donc je pense que, ne serait-ce que pour des raisons comptables de financement d'un déficit à financer, il y a une place pour les banques de développement qu'elles n'avaient pas il y a, ou peut-être qu'il y a quelques années, elles avaient plus de difficultés à trouver cette place. Je pense par exemple à la CAF, qui a été initialement créée comme une sorte de fenêtre de financement par les pays fondateurs, qui à l'époque avaient des ratings relativement bas et qui avaient besoin de ça. Maintenant, il y a un rôle nouveau à trouver pour les banques de financement, qu'elles soient régionales ou extérieures à la région. Cela dit, je pense que, et là c'est pas parce que je crains la concurrence, mais les banques de développement, je ne crois pas qu'elles doivent tout faire en Amérique latine. Quand elles font tout, il y a un cas qui me vient à l'esprit, c'est le BNDES brésilien. Ça ne me paraît pas un très très bon exemple à suivre. Donc il va falloir être sélectif dans ce que feront les banques de développement dans la région. On peut peut-être poser la question du coup à Régis Marodon de l'AFD. Vous voulez piquer la place au Crédit Agricole en Amérique latine? On adorerait, oui. On vous en laisse. Je crois qu'effectivement, on n'est pas tout à fait sur les mêmes métiers. Bon, et on l'a vu très clairement en 2008, au moment de la crise. On n'est pas dans les mêmes mouvements, on n'est pas sur les mêmes patents, on n'est pas même sur les mêmes durées de financement. Je crois que le premier service que rend une banque de développement, comme une banque commerciale, si en tout cas elle s'appelle une banque, c'est de mettre à disposition des moyens du développement à des pays qui en ont besoin. C'est pour répondre à la question du titre, j'ai un peu la conviction que quand il n'y a pas de besoin,
les choses s'arrêtent assez vite. Et que donc, si on continue à avoir une activité de développement importante en Amérique latine, et là je ne parle pas pour l'AFD qui est récente, mais les grandes institutions de financement du développement que sont la Banque mondiale, la BID, la CAF aujourd'hui, qui est devenue une grande banque multilatérale effectivement sur l'ensemble du continent, c'est bien qu'en face, il y a des pays qui y trouvent une valeur ajoutée. Alors j'y ajouterais que dans ce maelstrom, il y a d'autres acteurs de financement du développement qui font des propositions et qui trouvent preneurs. La BEI s'est mise récemment dans le cadre du mandat européen à y travailler. La KfW allemande, qui est un peu la grande sœur de l'AFD dans le financement du développement, y est depuis des années et on pourrait comme ça probablement multiplier les exemples. Peut-être une petite réaction aussi à la notion de décennie d'or et puis d'identification des problèmes. Moi, je mets un peu au défi n'importe quel économiste, il y en a autour de la table et certainement dans la salle, de nous donner le nom du pays où il n'y a pas de problème et qui, en fait, dans lequel tout va bien, où tous les déséquilibres ont été résolus, où toute la jeunesse est formée comme il faut, en adéquation avec les demandes du marché, où les déficits publics sont sous contrôle et sous gestion. Alors sûrement, ce pays existe. En tout cas, parmi les grandes économies du monde, et l'Amérique latine en compte certaines, on voit bien qu'on avance aussi avec, et c'est une logique, hein, un certain chemin un peu chaotique. Et donc, on apprend aussi en avançant. Certains des problèmes structurels qui ont été mentionnés par Carlos sur l'Amérique latine sont évidents, hein, sont des certitudes. Et je crois que c'est peut-être une des premières pistes que je lancerai pour répondre à la question. Il y a peut-être dans ces domaines-là, précisément, à travers le dialogue avec des institutions bilatérales comme l'AFD, qui elles-mêmes donnent accès au savoir-faire ou aux problèmes qui existent dans nos propres pays, il y a peut-être là une piste, justement, pour une coopération sur laquelle de nombreux pays latino-américains sont preneurs. Vous avez employé le mot coopération et je pense qu'on est là vraiment dans le cœur du travail en Amérique latine et en opposition, pas forcément en opposition, mais en tout cas par rapport à ce que vous faites en Afrique, où là on ne peut pas franchement parler de coopération, du moins pas aussi facilement, non ? Je pense si on ne le fait pas en Afrique, on a probablement tort. Et c'est probablement quelque chose qu'on a devant nous en termes de défis. Mais je crois qu'on est dans dans un univers qui a considérablement changé, où les choses se sont ouvertes et où aujourd'hui, la notion d'aide au développement, si elle n'a qu'un volet compassionnel, si elle n'est que là pour compenser, je dirais, des pays qui seraient dans une situation de telle pauvreté qu'aucun dialogue ne serait possible avec eux, hormis la mise à disposition de ressources qui sont d'ailleurs de plus en plus modestes, parce que les budgets publics disponibles pour l'aide au développement ne vont pas en grandissant dans aucun pays dans le monde aujourd'hui. Je crois qu'on raterait une partie de la dimension que doit avoir le financement international à travers des institutions comme l'AFD. Donc j'ai tendance à répondre à votre question que peut-être qu'en Amérique latine, on est à l'avant-garde d'une proposition du développement un peu différente, c'est-à-dire qu'on fait partie dans le jeu des acteurs qui sont offerts aux différents pays dans lesquels on intervient, d'un acteur qui a des valeurs ajoutées dans un certain nombre de domaines et qui les propose, et que ça fera peut-être à terme une contagion positive dans d'autres régions du monde, et y compris en Afrique. Peut-être pour l'illustrer de façon plus concrète sur un exemple, j'en ai un qui me vient à l'idée, qui était le point de démarrage de notre coopération avec la Colombie. On a démarré avec un prêt de politique publique en Colombie sur le thème de la décentralisation et donc de la responsabilisation des gouvernements locaux et des pouvoirs locaux sur leur avenir et sur le développement de leur territoire. Vous savez que c'est une question qui nous agite en France depuis toujours, on va dire, mais particulièrement et à intervalles réguliers, cette prise en compte de la nécessité de faire descendre au plus près du terrain la décision du pouvoir local et la gestion des budgets concernés est une décision qui fait l'objet en France de débats de politique publique fréquents et qui continue encore il n'y a pas si longtemps avec la question de est-ce qu'on garde des départements, etc., la valeur des cantonales par rapport aux régionales. Bon. Eh bien, les Colombiens, cette discussion les a beaucoup intéressés.
Ce qui les a intéressés, c'est que dans le millefeuille institutionnel français, il y avait beaucoup à prendre. Et notamment, il y a quelque chose qu'ils ont pris, c'est la notion de contrat de plan sur des territoires. Comment est-ce qu'on les établit? Comment est-ce qu'on les fait? Quels types d'exigences ça amène? Comment est-ce que ça amène les acteurs à se responsabiliser vis-à-vis du pouvoir central? Voilà. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on a amené à travers un dialogue de financement sur la politique publique et qui est aujourd'hui un vrai succès dans la coopération avec ce pays. Il y aura d'autres exemples que je pourrais évoquer à l'occasion, mais je ne veux pas être trop long. Oui, non, mais à propos d'exemples, je pense que c'est intéressant aussi de rentrer dans le vif du sujet comme ça. Adriana Reaza, quels sont voilà, les exemples de financement nécessaires aujourd'hui à l'Amérique latine et dont on peut parler aujourd'hui? Muy bien. América Latina ha cambiado mucho en los últimos años. Como mencionó a Jean-Louis, inicialmente la CAF y otros organismos multilaterales hacían préstamos a los gobiernos que no tenían posibilidades de financiamiento internacional. Ya eso ha cambiado radicalmente. Buena parte de los países en América Latina están financieramente integrados. Hablemos de Colombia, Chile, México, Brasil, Uruguay. Todos estos países pueden emitir bonos en los mercados internacionales a largo plazo y a precios muy bajos. Y ahí no somos competitivos. Y yo creo que la inteligencia de mercado que tienen que tener agencias como CAF es entender que nuestra misión no es desplazar al mercado, más bien cuando el mercado no esté nosotros podemos complementar, pero si el mercado está tenemos que reinventarnos de alguna manera y eso es lo que ha venido haciendo CAF en los últimos años a medida que el financiamiento que inicialmente estaba destinado a los gobiernos centrales, pues ya no es tan necesario. Entonces, ¿qué ha hecho CAF? Ha ido trabajando con gobiernos locales, ha identificado necesidades en regiones y ciudades que no tienen, digamos, acceso a este tipo de mercados. Ha expandido, digamos, los sectores en los que viene trabajando, ha apoyado, por ejemplo, como banca de segundo piso, el desarrollo de las pymes, hace, digamos, cooperación técnica para temas de productividad e innovación. Entonces hay que buscar distintos nichos en el mercado en América Latina. Sin duda hay países que todavía no tienen buen acceso al financiamiento internacional y ahí la CAF sigue estando muy activa en lo que inicialmente hacía. El caso de Bolivia, por ejemplo, algunos casos coyunturales como Venezuela actualmente, donde el financiamiento internacional es muy costoso, pero lo que hay es que buscar nuevas maneras de apoyar el desarrollo de la región y no todo tiene que ser necesariamente a través de recursos financieros. El apoyo técnico, el apoyo a través de cooperación técnica, el aprendizaje de políticas, el aprendizaje que las intervenciones de estas agencias pueden tener ha sido muy relevante. Carlos Omenami, ce qu'on entend là, c'est que c'est aussi maintenant l'aide au développement, une forme de partenariat, de dialogue? Oui, tout à fait. Non, je crois que... On n'est plus que dans du financement pur, c'est ça l'objet de ma question, si vous voulez. Tout à fait, mais avant de répondre à cette question, je te branchais un peu sur ce que disait Régis, et je voulais essayer de faire quelques remarques. Il est vrai, tous les pays ont des problèmes, ont des difficultés. Mais ce qui est un tout petit peu compliqué dans le cas de l'Amérique latine, c'est la direction du processus. On est tout à fait d'accord, on a eu un cycle exceptionnel, une décennie dorée. Or, la direction de ce processus est très compliquée dans deux domaines. L'un, c'est tout ce qui a trait aux conditions productives, au processus, au développement productif de la région. Au lieu d'avancer dans le sens d'une production avec une plus grande valeur ajoutée, on a plutôt régressé. Je vais vous donner tout simplement un seul chiffre. Au début des années 90, la part des matières premières dans les exportations de l'Amérique latine était aux environs de 40%. Aujourd'hui, elle est aux environs de 60%. On est donc dans un processus de reprimarisation de l'économie. Et puis, une autre question qui est à mon avis très délicate, c'est le fait de la paralysie de l'intégration régionale. Et je crois que
il y a quelque chose qui est tout à fait évident dans l'économie mondiale contemporaine, c'est le fait que la concurrence se fait pas entre pays, se fait plutôt entre régions, entre grands blocs au niveau mondial. Et de ce point de vue-là, la stagnation, la paralysie de l'intégration régionale en Amérique latine est à mon avis quelque chose qui est très délicat. Si ça c'est vrai, moi je crois qu'il y a lieu à réfléchir à un nouveau type de coopération dans laquelle, par exemple, toute la question de l'intégration régionale puisse être au centre de nouveaux projets, parce que ça, c'est, à mon avis, une contrainte tout à fait fondamentale. De ce point de vue-là, moi, je crois à une coopération internationale qui soit beaucoup plus horizontale que verticale, une coopération dans laquelle les partenaires étrangers puissent assumer le fait que nous, on a besoin d'une production avec une plus grande valeur ajoutée. De ce point de vue-là, je crois qu'on peut améliorer l'offre chinoise, qui est plutôt concentrée sur la recherche des matières premières, et que ce soit aussi des projets qui aillent dans le sens de faire pousser, d'encourager l'intégration régionale dans nos pays. Par exemple, d'un projet qui pourrait être pour vous. Je sais pas, tout ce qui a trait à par exemple, tu vois qu'on dit en français, les connexions, l'intégration physique, tout ce qui a trait, par exemple, au développement technologique, au transfert de technologies, tout ce qui a trait à des productions avec une plus grande valeur ajoutée, et pas seulement la recherche des matières premières qu'on exporte sans une grande transformation productive. Il y a la question de la mobilité qu'on avait commencé à évoquer. Je crois, Régis Maraudon, que par exemple le syndicat des transports en Ile-de-France, le STIF, travaille en Amérique latine. Absolument, c'est un autre bon exemple de la synergie qui peut se mettre en place, pas uniquement sur le financement et pas simplement obnubilé par un métier de banque. Ainsi, dans la coopération que nous avons avec le Brésil et avec deux des grands États du Brésil, l'État de Rio et l'État de Saint-Paul. Donc nous sommes autour de table pour le financement du programme de mobilité dans ces deux États. Et en complément, nous appuyons tout un programme de coopération, effectivement, et de rapprochement avec des acteurs français du secteur. Vous avez mentionné le STIF, avec qui nous avons signé effectivement un accord il y a 5 ou 6 semaines à Rio, et qui va effectivement mobiliser son expertise pour travailler sur les systèmes intelligents d'intermodalité, d'amélioration du service pour les usagers. Je crois que c'est effectivement, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, une dimension absolument fondamentale de notre participation au développement du continent, et un endroit où on peut avoir une valeur ajoutée. Pour faire juste quand même écho à ce que disait Carlos, et notamment sur les programmes d'intégration régionale, sur lequel je le rejoins tout à fait pour penser que c'est un défi absolument fondamental pour ce continent, et très difficile. Là aussi, on peut avoir l'intuition que l'exemple européen, même si on constate tous en écoutant les actualités que le modèle européen a aussi ses difficultés, il est quand même le modèle d'intégration économique et politique le plus élaboré aujourd'hui dans ce sens-là. Et si naturellement on met de côté les États fédéraux qui correspondent à une autre logique. Mais bon, avec des États-nations, on a là une construction qui depuis des années, en respectant petits et grands États, est une construction, est un processus qui est tout à fait intéressant. Et on a des discussions avec nos collègues de l'Union européenne à ce propos, et je crois qu'il y a là aussi un domaine dans lequel, à travers certains États européens présents sur le continent, dont la France, à travers son agence de développement, mais aussi grâce aux excellentes relations qu'on a avec d'autres, avec la coopération anglaise ou avec la KfW, mais aussi avec la ECID espagnole, on a peut-être là une plateforme de propositions à construire avec l'Europe qui aurait un intérêt tout à fait fondamental pour les 10 prochaines années. Dans la mesure où on est, vous venez de le dire, on est aussi, pas plus, mais aussi sur une forme de partenariat coopératif. Quelle est la place aujourd'hui des banques, et notamment des banques de développement, Jean-Louis Martin, en Amérique latine? Quel rôle peuvent-elles jouer, plus que la place d'ailleurs? Oui, c'est plus facile pour moi
me placer dans le rôle du conseilleur que d'agir. Mais dans une banque commerciale, on définit des priorités sectorielles. C'est-à-dire il y a des choses qu'on a envie de faire, et il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, ou qu'on ne veut pas faire pour telle ou telle raison, risque, rentabilité, je ne sais quoi. Je me demande si les banques de développement ne pourraient pas essayer aussi de préciser un peu plus leur champ d'action. Alors, Régis Mardon, ça doit le faire sursauter, parce qu'il pense peut-être que le champ du possible pour l'AFD est peut-être un peu trop clairement défini, justement. Mais je voudrais mentionner quelques secteurs qui me semblent intéressants. Alors, il a été question d'infrastructure déjà dans le débat. Je ne suis pas certain que ça doive être une priorité pour les banques de développement. Pourquoi ? Parce que je crois que si le contexte, et quand je dis contexte, je pense à l'environnement réglementaire, fiscal, etc., est satisfaisant, normalement, dans la plupart des cas, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des exceptions, par exemple dans le transport urbain ou sur d'autres projets précis, mais on pourra trouver des financements privés, et même des financements privés longs. Par contre, il y a d'autres secteurs où il me semble qu'il y a un gisement plus intéressant pour les banques de développement. Et je pense à 3 secteurs. L'environnement, l'agriculture et les inégalités. L'environnement, d'une part, parce que c'est peut-être pour les banques de développement le plus facile à vendre à leurs opinions. On se sent tous concernés par le sort de la forêt amazonienne, voire même par la protection de la tortue andine à poil dur. Enfin, ça dépend des goûts de chacun. Mais c'est quelque chose qui est, je crois, assez facilement vendable. Et je pense que les banques de développement ont aussi des contraintes politiques dans leur propre pays qu'elles doivent prendre en compte. Par ailleurs, il y a peut-être aussi une demande locale qui est assez clairement exprimée par les sociétés civiles, par des ONG. C'est un sujet technique sur lequel une expertise extérieure est peut-être aussi plus facilement acceptée que dans d'autres. Donc ça me paraît être un sujet sur lequel les banques de développement peuvent assez facilement se trouver une place, d'autant que pour les banques commerciales, en dehors de financer quelques éoliennes, on n'ira pas bien loin sur ces sujets-là. Le deuxième champ, c'est l'agriculture. Je pense que le boom des matières premières, là, ce qu'on a appelé la décennie dorée, est dans une grande mesure fini, sauf peut-être pour l'énergie, où on aura des hauts et des bas, mais pour, par exemple, les métaux, je crois qu'il y a eu quelque chose qui ne se reproduira plus. Par contre, l'Amérique latine a un potentiel absolument évident. C'est la région au monde probablement la mieux dotée en espace, en eau, en diversité climatique. Donc il y a un potentiel qui me paraît clair. La question, c'est comment le concrétiser. Alors, il y a des gens qui ont des solutions, et là, on peut y participer. C'est financer de très grandes exploitations sucrières au Brésil. Je me demande s'il n'y a pas moyen, même si je me tire un peu dans le pied en disant ça, de trouver d'autres modèles économiques viables. C'est sans doute pas les banques commerciales qui les trouveront, mais d'autres modèles économiques qui auront un impact certainement beaucoup plus favorable sur l'environnement et sur les inégalités. Mais c'est un domaine à explorer. Et ce n'est pas nous qui le ferons, banque commerciale, clairement. Troisième champ... Ce que je sous-entends, pardon pour vous, que c'est le rôle du coup des banques de développement. Oui. Non, mais ça va mieux en le disant. Autre point, on a parlé aussi de banques de ce que les latino-américains appellent de segundo piso, c'est-à-dire de financer des banques locales. Je crois là aussi qu'il y a un champ, parce que les banques agricoles latino-américaines ne fonctionnent pas très bien quand il y en a. Et il est sans doute probable que là, et je ne suis pas en train de vendre l'expertise du crédit agricole du tout, mais les banques de développement ont sans doute aussi peut-être à la fois des financements, une expertise technique qu'elles pourraient apporter. Je termine par la question des inégalités. C'est un sujet qui est beaucoup plus complexe, mais c'est pour moi le sujet majeur en Amérique latine. Il est majeur d'une part parce que c'est une priorité morale évidente, mais c'est aussi une priorité économique.
Et là, je suis égoïste en disant ça, parce que s'il n'est pas traité, on verra réémerger le risque politique, et à nous, ça ne nous plaît pas du tout, en tant que prêteur privé. Mais c'est un sujet sans fond. Je parle de fond, bon, pas des fonds. Donc il va falloir établir, évidemment, des priorités avec les autorités locales. C'est pas toujours facile, parce qu'il y en a certaines qui s'y intéressent pas beaucoup. Et puis une autre difficulté, je crois, dans ce secteur, c'est que il y a beaucoup de travaux, mais qui sont assez décousus. Il y a beaucoup de solutions miracles. Il y a beaucoup d'études ponctuelles sur les inégalités à tel endroit, ou pourquoi il y a des inégalités géographiques dans tel pays. Mais on n'a même pas en Amérique latine d'état des lieux vraiment solide. On a un appareil statistique qui est extrêmement pauvre sur le sujet. Il n'y a pas de Piketty latino-américain. Les travaux les plus consistants que j'ai vus, il y a quelques travaux de la BID. Il y en a peut-être à la CAF, je suis désolé, je ne les connais pas. Le PNUD fait aussi des choses intéressantes sur ces indicateurs de développement humain. Là, il me semble que la simple exploration du sujet et émission d'idées d'ensemble cohérentes pourrait être un champ pour les banques de développement. J'imagine, Adriana Areaza, que vous avez envie de répondre à Jean-Louis Martin, parce que vous représentez une banque de développement en Amérique latine. Je voudrais juste relever le mot que vous avez employé, Jean-Louis Martin, contrainte politique, c'est-à-dire que les banques de développement seraient enclines à préférer des sujets qui auraient bon accueil de la part du public, du grand public. Est-ce que c'est le cas, Adriana Areaza ? Yo creo que no es un tema de la opinión pública, sino, digamos, quizás, o sea, de la demanda de los países y de la naturaleza de los bancos en sí, ¿no? En el caso de CAF es un banco de desarrollo completamente regional. Nosotros no tenemos un donante externo al que necesariamente haya que rendirle cuentas y sujetar quizás los créditos a ciertas condicionalidades. Ese no es el caso de CAF. Entonces, en ese sentido, decirles que no a ciertos proyectos que quiera financiar tus países miembros o tus dueños, por decirlo así, es complicado en algunos casos, a menos que el proyecto que quieran financiar no tenga las características técnicas que sean aceptables para CAF. O sea, si hay un proyecto que se quiere financiar y el país no quiere sujetarlo a un proceso de licitación pública, pues ese préstamo no va a tener, o sea, no va a tener lugar, digamos. La manera en la que operamos nosotros es un poco esa. ¿En qué áreas, digamos, ha trabajado CAF tradicionalmente y en qué áreas piensa trabajar en el futuro? Inicialmente, pues CAF era un banco que se dedicaba netamente al tema de infraestructura, vialidad, transporte urbano, etcétera. Nos hemos expandido más recientemente a que esto abarque energías limpias, movilidad urbana, no solamente en las grandes ciudades, sino en las ciudades medianas, y el financiamiento, digamos, apoyar no solamente esto como un financiamiento puramente al Estado, sino también apoyar créditos estructurados o asociaciones públicos-privadas para que estas inversiones en infraestructura, o sea, tengan lugar. Entonces, como dije, a medida que la región ha ido cambiando, las áreas, los sectores de intervención en CAF han ido cambiando también. Algo que yo creo que es imprescindible en América Latina y se asocia un poco a este tema de las desigualdades que tocaba a Jean-Louis, es el tema de la transformación productiva. La transformación productiva es uno de estos términos que termina siendo gaseosos porque para cada economista significa una cosa distinta, y les voy a contar un poco lo que nosotros entendemos por transformación productiva. Nos referimos a expandir la frontera de posibilidades de producción de los países, ser capaces de innovar, de producir nuevos productos, de ingresar de manera inteligente a nuevos mercados y de ser más competitivos. Y en eso la región, pues aún en la década pasada, no fue demasiado exitosa. Por otra parte, y aquí esta es la parte que se enlaza de alguna manera con el tema de desigualdad,
una de las cosas que afecta el crecimiento de la región, y es algo que hemos visto en nuestras investigaciones, te la puedo pasar, Jean-Louis, es el tema de una asignación ineficiente de los recursos. Y la asignación más ineficiente de recursos que puede haber en las economías latinoamericanas es la informalidad. La informalidad en América Latina es de alrededor del 50%. ¿Y esto qué quiere decir? Que la mitad de tu población está en sectores de poca productividad, y eso hace que, digamos, las posibilidades de innovación de las empresas sea limitada. Estamos hablando de empleos unipersonales con, digamos, escasos salarios, no tienen acceso a una cobertura del seguro social, están empleados en condiciones relativamente precarias. O sea, cuando hablamos de informalidad en América Latina, como ustedes saben, no es la informalidad en Europa, que es el tipo que es empresario y no paga sus impuestos. No, allá es un señor que tiene muy pocas probabilidades de ingresar en un trabajo formal. Y una vez que tú entras en situación de informalidad, es muy difícil volver a una situación formal. Entonces, la región necesita educar, digamos, que esta fuerza de trabajo que está ubicada en actividades de baja productividad sea empleable. ¿Y sea empleable para qué? Para que las empresas puedan expandirse, puedan contratar a trabajadores más calificados, estos trabajadores puedan tener acceso a cobertura social y tengan salarios más elevados de lo que tienen, o sea, de lo que tienen actualmente. Y esto es lo que va a lograr, digamos, esta combinación de reducir, por un lado, esta asignación, si lo queremos decir en términos economicistas, pero digamos, es una gran desigualdad que hay en la población, reducir la informalidad, aumentar la productividad y garantizar una tasa sostenible de crecimiento económico. Eso es algo que, digamos, a largo plazo es lo que te va a garantizar que la región tenga tasas sostenidas de crecimiento y que pueda definitivamente, a través de la productividad de los individuos, reducir los problemas de pobreza y desigualdad que hay en la región. Y esto, digamos, sin duda es un reto importantísimo para la región. Y este es, digamos, el gran reto que tenemos en las próximas décadas. Y los bancos de desarrollo, con el apoyo a, digamos, estos temas de acceso incluso a servicios básicos, a mejoras en la infraestructura de educación, yo creo que siguen teniendo un rol importante que jugar. Merci pour cette réponse. Vous parlez des chiffres de la croissance. On a évoqué déjà cette fameuse décennie dorée, mais il se trouve que si on regarde les chiffres aujourd'hui, la croissance en Amérique latine était de 6%, enfin 6,2 exactement en 2010. On est tombé aujourd'hui à 1%. Et le Brésil, qui était le moteur de ce développement pour l'Amérique latine, sera vraisemblablement en récession en 2015. Est-ce que ça va du coup obliger les banques de financement et le développement, les banques de développement, pardon, à repositionner leur travail en Amérique latine? Régis Marandon de l'AFD. Sur le lien entre les besoins de financement, la croissance, etc., bon, c'est une question un peu pointue pour des économistes qui font des courbes très savantes. Moi, ce que je remarque, c'est que et ce que nos interlocuteurs disent. D'abord, on peut se féliciter que la banque privée, comme le Crédit Agricole est un exemple, mais nous, ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que les banques privées, de plus en plus, dans les financements de projets, font un métier qui se rapproche de celui des banques de développement dans la qualité des pratiques. Donc, on a eu probablement, à un moment de l'histoire, un effet de contagion positive, puisque les méthodes qui sont utilisées pour juger la qualité d'un projet ne sont plus exclusivement des méthodes de rentabilité financière ou de production d'intérêts, mais que beaucoup d'autres choses sont regardées par la banque privée aujourd'hui dans ces projets. Donc, dans une certaine mesure, je rejoindrai ce qui est dit sur le fait et sur la question qui peut se poser. Du coup, pourquoi continuer avec des financements du développement à être sur les infrastructures? Dans le même temps, je fais écho à ce que dit Adriana. Alors la CAF est dans une situation différente de l'AFD, évidemment, puisque la CAF est une banque du continent, créée par le continent. Donc c'est absolument logique que pour le bénéfice de ces pays membres, ces financements soient dédiés à ça. Pour l'AFD, c'est un peu différent. Nous, on est un alien. Nous, on vient de loin et on propose
des financements finalement, des transferts de savoir-faire à un continent éloigné, sur des motivations que nous devons expliciter, puisque nous n'avons pas de responsabilité historique, en quelque sorte, sur ce continent, en tout cas, pas d'intérêt qui pourrait sembler à court terme. Et dès lors, c'est un peu à l'aune de cette question que l'AFD s'interroge et réfléchit, pour les 5 prochaines années en particulier, puisqu'on a commencé cette réflexion avec nos partenaires latinos, sur le sens d'une intervention. La réponse qui est proposée, c'est qu'en fait, ce n'est pas une réponse de contingence. Aujourd'hui, tous les pays, et la France n'y échappe pas, sont confrontés à des défis qui sont plus gros qu'eux. Alors évidemment, le changement climatique, on va le voir bientôt avec la COP21, est en fait, si on y réfléchit, le seul sujet de coopération mondiale sur la table sur lequel les pays ont une obligation à agir. En réalité, on ne réussit pas nécessairement à le faire sur des zones de conflit. Sur le climat, on est vraiment tous dans le même bateau. On a la nécessité d'institutionnaliser et d'avoir un dialogue dans lequel il ne peut pas y avoir de passagers clandestins. Puisque par définition, les émissions qui se font à Quito ont la même valeur que celles qui se font à Châteauroux, en tout cas pour le climat mondial. Donc dès lors, je pense qu'il y a sur cette thématique, en particulier, la nécessité d'avoir un dialogue qui est un dialogue dans le sens des intérêts bien compris. En Amérique latine, vous savez tous que le taux d'urbanisation atteint 80%. Donc c'est le taux d'urbanisation le plus important du monde. On voit apparaître donc des objets économiques qui sont des objets de grande taille, dans lesquels la vie est différente, la production est différente, la mobilité est différente. Et là, ça nous amène à comment on rentre en relation avec l'administration d'une grande ville, avec quel type de crédibilité pour aborder ces questions. C'est par les projets d'infrastructure, c'est avec un atterrissage concret. On peut toujours s'asseoir et parler avec un maire théoriquement de son plan de développement territorial ou de la mise sous contrôle de ses émissions de gaz à effet de serre. Mon expérience, et je la partage avec vous, c'est que ça ne marche pas. Par contre, à travers la discussion sur un problème de mobilité urbaine, sur un problème d'habitat, sur un problème qui se pose concrètement à lui, ce qu'on appelle l'adaptation, par exemple, aujourd'hui, c'est simplement des quartiers entiers de Mexico qui sont sous l'eau dès qu'il pleut. Donc, c'est un problème d'adaptation au changement climatique. C'est un problème aussi pour des gens qui vivent dans la ville et pour les édiles qui en sont responsables. Sur ce sujet-là, sur celui de la biodiversité, qui est le sujet qui suivra, le thème du changement climatique. Bref, sur un certain nombre de sujets, il y a des responsabilités mondiales dans lesquelles le rôle d'une institution comme l'Agence de développement, au-delà des financements et ce que ne feront pas les banques commerciales, c'est d'être ce pont de dialogue et de discussion à travers les financements pour atteindre des sujets qui sont importants pour nous, comme ils sont importants pour les pays avec lesquels nous cherchons à nouer ces partenariats. Donc, moi, l'idée qui est sous-jacente derrière, vous le voyez, c'est une idée d'échange, une idée d'alliance, une idée de constitution de coalition dans lesquelles la banque privée, le secteur privé est partenaire pour arriver à avoir un impact sur ces grandes questions liées effectivement au monde tel qu'il se prépare pour demain. Carlos Onimani, l'ancien ministre de l'économie du Chili que vous êtes, vous souscrivez à ces propos sur l'idée que finalement aujourd'hui les États sont confrontés à des problèmes qu'on peut dire globaux, que ce soit le développement durable, que ce soit l'habitation, le logement social, les problèmes de transport, de mobilité à l'intérieur des villes. Non, écoute, moi je partage complètement cette idée que tout ce qui a trait au changement climatique constitue un défi majeur. Il va y avoir COP21, j'espère qu'on pourra avoir des accords permettant de diminuer ou tout au moins de contrôler les émissions de façon à ne pas dépasser le seuil de 2 degrés d'augmentation de la température. Or, mais je crois qu'au-delà de la COP21 en décembre à Paris, il y a une question qui est fondamentale, c'est la question du modèle de développement. Il peut y avoir, j'espère qu'il y aura des accords d'ici la fin de l'année, mais la question qui reste posée, c'est la question du modèle de développement. Est-ce qu'on va continuer à avoir les mêmes formes d'utilisation de l'énergie? Est-ce qu'on aura un modèle
qui n'est pas très économique du point de vue de l'usage de l'énergie. Ça, c'est à mon avis la question fondamentale qui est posée. Et de ce point de vue-là, je crois que les agences de développement ont un rôle qui va bien au-delà de la dimension financière. Il y a une expertise, il y a des expériences, il y a des bonnes pratiques qu'il faut transférer. Donc, je crois qu'au lieu d'insister sur la dimension si vous voulez, financière, je crois qu'il faut plus insister sur la dimension expérience, coopération, en vue de trouver un modèle de développement qui soit beaucoup plus compatible avec les équilibres mondiaux. Alors, puisqu'on parle de coopération, d'expérience à échanger, c'est peut-être une boutade, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que la CAF, un jour, puisque les problèmes sont globaux, vienne financer des projets en France, Adriana Areza? No creo. Por el momento, CAF se ha mantenido como un organismo latinoamericano. Más bien tratamos de traer recursos de los países desarrollados hacia América Latina. Pero, digamos, si bien el corto plazo no creo, pues a mediano plazo quizás puede ser posible. De hecho, España y Portugal son socios de CAF, más recientemente se unieron a la CAF, y hay algunas operaciones de cooperación técnica en España. Así que eventualmente eso podría ocurrir en Francia, pero no lo veo necesariamente ocurriendo en el corto plazo. Non, en tout cas, Je entre pense qu'on l'Espagne et verra France, plus il y a vite la facilement. Banque asiatique d'investissement que la CAF. Justement, Jean-Louis Martin, puisque vous prenez la parole, on peut peut-être commencer par vous pour un petit mot de conclusion qui pourrait essayer de répondre en tout cas à cette question qu'on se posait au tout début de cet entretien. Régis a justement rappelé qu'il y a sans doute un rapprochement des pratiques entre banques privées et banques de développement, peut-être plus de soucis de la viabilité des projets du côté des banques de développement, et puis des préoccupations qui ne sont plus exclusivement financières du côté des banques privées. Si on a pu, nous, parce que je dois me positionner comme le banquier privé ici, élargir notre spectre d'appréciation des projets, il ne faut pas se cacher, c'est sous la pression, c'est-à-dire qu'on ne l'aurait certainement pas fait spontanément. Donc les sociétés civiles, les opinions, les régulateurs aussi, dans une certaine mesure, nous ont aidés sans doute à élargir un peu notre façon d'apprécier les projets que nous pouvions financer. Cela dit, même s'il y a rapprochement, je maintiens ce que je disais sur les priorités sectorielles, c'est-à-dire que il y a des choses que nous ne toucherons jamais. Sur l'environnement, notre action, elle n'est pas nulle, c'est-à-dire qu'on peut financer des projets... Une petite éolienne, vous l'avez dit. Oui, petite éolienne, mais peut-être même une grosse. Enfin, même si ça n'est pas parce que c'est un projet propre du point de vue énergétique, que tout s'y passe bien. On a eu par exemple d'assez graves déconvenues au Mexique sur un projet d'éolienne parce que justement c'est un cas où nous n'avions pas assez pris en compte le contexte local et les intérêts des populations environnantes. Donc c'est assez complexe et on aurait peut-être dû là un peu plus se comporter comme une banque de développement justement. On aurait moins perdu d'argent sur cette affaire. Mais je crois quand même que nous pouvons intervenir sur la plupart des projets d'infrastructure, de transport, cela dit, quand je dis, ça n'est pas pour fermer le secteur aux banques de développement. Régis avait parfaitement raison quand il parlait du dialogue avec les autorités locales sur, par exemple, des plans de développement urbain et ce que ça impliquait en termes de transport. C'est clair, c'est pas le banquier privé qui va faire ça. Ça restera encore. On va peut-être ensuite, nous, participer au financement du métro qui en résultera, mais les choix
nous n'y participerons pas, alors que les banques de développement ont certainement des expériences, une expertise à apporter que nous n'avons pas. Puisque vous êtes Et interpellé. au-delà de ça, j'insiste, les sujets agriculture et inégalité, ça c'est des choses que nous, banquiers privés, nous ne ferons pas en aucun cas. Donc, vaste champ pour les banques de développement. Merci pour cette conclusion, Jean-Louis Martin. Carlos Ominami. Non, je voulais attirer l'attention sur quelque chose qui n'a pas été présent dans les débats, mais qui est, à mon avis, tout à fait fondamental. C'est la stratégie de la Chine par rapport à l'Amérique latine. La Chine, pendant toute la décennie dorée, elle a bien affirmé sa présence commerciale. Pour une bonne partie des pays de l'Amérique latine, la Chine, c'est le principal marché. C'est le cas pour le Chili, c'est le cas pour le Brésil. La Chine, elle a aussi réussi à nouer des rapports financiers avec les pays qui ont beaucoup plus de difficultés pour avoir accès au marché financier international. C'est le cas du Venezuela, c'est le cas de l'Argentine. Or, c'était la semaine passée qui s'est terminée la visite du Premier ministre chinois. Donc, 3 ou 4 pays, il a été au Brésil, il a été en Colombie, il a été au Chili. Et ils ont annoncé des prêts, une opération financière d'environ, si je ne me trompe pas, 100 milliards de dollars pendant les 10 prochaines années. Donc ça fait vraiment une coopération énorme. Or, ils s'insistent beaucoup sur les questions d'infrastructure. Et je ne suis pas sûr si ça va, finalement, ça va finir. Mais ils ont annoncé, ils sont déjà engagés sur les projets des nouveaux canaux. On dit canal qui traverse le Nicaragua. Et ils viennent d'annoncer un projet qui est tout à fait logique. C'est la connexion entre l'Atlantique et le Pacifique, avec un chemin de fer qui traverse le Brésil et le Pérou. Donc, moi, je pose cette question-là parce que je crois que c'est un élément tout à fait fondamental pour voir quelle va être la carte des enjeux stratégiques dans lesquels la coopération internationale doit s'insérer. C'est vrai que ça renverse un peu, du coup, aussi notre perspective qui était quand même un peu ethno-centrée. En effet, merci. Peut-être un mot de conclusion pour vous également, Adriana Areaza, sur cette question qu'on se posait. L'aide au développement a-t-elle encore un sens en Amérique latine? Sí, como hemos venido diciendo, pues América Latina es una región que todavía América Latina es una región que todavía sigue en desarrollo, los retos están presentes y lo que tenemos que entender es que esta ayuda al desarrollo es una ayuda redimensionada que no abarca únicamente financiamiento. Sí, el financiamiento sigue siendo importante en algunos países, en algunas regiones, en algunos sectores en particular, pero el apoyo técnico yo creo que cada vez va a ser más importante. Y en los temas de productividad, todos los temas de cooperación técnica, todos los temas de innovación, todos los temas que tiendan a ser donde, digamos, el mercado no haya logrado, por ejemplo, que algunos productores se organicen o que haya una conexión entre, por ejemplo, universidades y sector privado, o sea, ayudar a que esas, digamos, fallas que puedan presentarse se solventen y que los países sigan sobre ese rumbo. Entonces la respuesta es sí, pero una ayuda redimensionada y teniendo en cuenta lo que decía Carlos, hoy en día, digamos, nuestro principal competidor no son el resto de los bancos multilaterales, es China. Alors, resculpter comment, Régis Maraudon? Pas pour un propos... Allez-y, vous avez 5 minutes. Ouais, c'est ça, pas resculter pour un propos conclusif, mais peut-être dire que... moi, je crois au rayonnement de la France, au rayonnement de l'Europe et aux valeurs que nous apportons par rapport, effectivement, à d'autres pays qui travaillent différemment, sur lesquels je ne porte pas de jugement. J'attends de voir si le développement se décrète à partir d'infrastructures ou si les infrastructures sont la conséquence d'un développement réussi. Canal Nicaragua, on en parle depuis 1 siècle et demi, c'est ça, hein? Donc très bien, construisons-le, nous verrons bien. Je crois qu'on attend aussi à travers ça justement un niveau d'étude sur les impacts environnementaux d'un certain nombre de ces projets d'infrastructures. À partir du moment où effectivement on ne met pas de prix sur la destruction de l'environnement ou sur les émissions climatiques, il y a sûrement beaucoup de projets qui ne sont plus questionnés. Moi je pense que les pays latinos réagiront à ça.
Je pense qu'ils comprendront où est leur intérêt. Et là, je parle vraiment de leur intérêt bien compris pour la préservation de leur territoire, de leurs ressources naturelles, de leur identité et de leur âme, tout simplement. Moi, je crois, comme propos conclusif, qu'il y a matière à un rayonnement latino-américain en Europe et en France, et qu'à un moment où la France est en train d'avoir un intérêt renouvelé pour l'Amérique latine, l'AFD donne une masse critique financière et un contenu à ce partenariat que nos autorités appellent de leur vœu. Le président Hollande était, il y a encore quelques jours, à Cuba pour dire ça aussi. Il était à Haïti pour dire ça aussi. Une somme importante, 15% je crois. Peu importe les montants, parce que bon, après quelques zéros, on est tous perdus sur ce que ça représente. Qu'est-ce que représente 100 milliards 15% d'en gros la totalité de vos financements. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, l'AFD engage à peu près 1 milliard d'euros de financement nouveau dans l'ensemble du continent. Alors on est loin des 100 milliards promis par les Chinois, j'en ai bien conscience. Mais comme on se l'est dit, je crois que la question de la présence et du poids financier est une question importante parce qu'elle structure, elle donne de la gravité à la relation au sens gravité terrestre. Elle ancre dans une responsabilité qui naît avec l'importance de cette relation financière, mais elle n'est pas tout. Et moi, je pense que oui, nous sommes utiles pour donner une dimension et une densité au dialogue que la France et avec elle l'Europe souhaite avoir avec le continent latino-américain. Et j'en ai la conviction que le continent américain souhaite avoir aussi avec la France. Et si j'en juge par la qualité de la présence des décideurs latino-américains qui ont fait le déplacement à Paris pour cette semaine de l'Amérique latine, par la qualité des événements qui sont organisés à Paris, mais aussi dans beaucoup d'autres endroits en France, j'en conclurai, oui, que la relation avec l'Amérique latine a de beaux jours devant elle et que les agences de développement doivent y jouer tout leur rôle. Merci à tous les quatre pour la qualité de vos interventions. On va passer donc maintenant à la deuxième partie, qui est le débat, les questions dans la salle, mais aussi les remarques.